Voilà, alors donc tu vois le cadre. Ah, t'es dedans. Mais Ça prend une autre dimension. attention. Tous les rêves que j'avais pendant l'adolescence, je suis en train de les vivre aujourd'hui. Moi, je suis là pour vous montrer mon vrai moi, ce que je suis capable. Ce qui me parle, c'est de respecter l'adversaire. C'est quelqu'un qui a fait les mêmes sacrifices, même plus que toi, pour arriver dans la cage préparée. L'ambition va permettre le rêve chez moi, en fait. Alors Tom, tout d'abord, comment te sens-tu à quelques mois en fait après quelques mois après la défaite contre Cody Stamann? Je me sens bien. Souvent, les gens, ils ont vraiment dans la tête que ça va être dur le retour, etc. Mais en réalité, c'est totalement positif. Enfin, moi, je le vois comme ça. Hein. C'est-à-dire que les autres peuvent le voir autrement. Peut-être avoir une haine, etc. Ah oui, j'ai la haine de la défaite. C'est-à-dire que... Mais pas une haine bête, dans le sens où... putain, j'ai perdu. Non, plus la haine, cette défaite, il faut avoir cette haine de la défaite, mais plus en trouvant tous les ressentis de ce qui s'est passé en combat, déterminer une nouvelle méthode qui va prendre en compte ce qui s'est passé pendant le combat, tout ce qui a fait ton succès jusqu'à présent, et puis un petit peu quelque chose en plus qui fait que ça va exploser au prochain. Donc je suis plus dans ça, moi, en fait, plutôt que dans le coup de blues. Et par rapport à ce combat-là, donc une défaite par décision partagée, quelle a été ton analyse de l'après-combat? Qu'est-ce que tu aurais voulu faire différemment finalement? Disons que je pense que les gens l'ont vu, à partir du deuxième round, il y a une baisse de régime. À un moment où d'habitude, c'est plutôt moi qui accélère, surtout face à des lutteurs qui ont une baisse de rythme à un moment donné, ils sont tellement explosifs. Mais les gens l'ont remarqué, puis j'étais physiquement amenuis pour des raisons XY qui sont hors combat, dont j'ai pas vraiment envie de parler. Mais ce qui m'intéresse vraiment, c'est comme j'ai dit un peu avant, c'est-à-dire que je vais aller puiser tout ce qui s'est passé et traduire ça positivement, c'est-à-dire trouver une nouvelle méthode. Même si tu étais amenuis physiquement, qu'est-ce qui a fait qu'elle n'est pas au niveau technique, physique, explosif, tout ça, et dans tous les domaines. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Et j'avais déjà perdu précédemment. Enfin, c'est pas trop régulièrement, c'est bon. Mais ce qui m'intéresse, c'est plutôt de voir ça. Et quand je me souviens comment j'ai été boosté au dernier combat, enfin, le dernier combat que j'ai perdu, là, c'est le deuxième. Faut pas que ça s'enchaîne, mais enfin bon. Et c'est que du positif, c'est à fond dedans. Et quand je vois l'évolution après cette défaite, et je me dis que c'est rien. Je me dirais pas tant mieux, mais je me dis ça, c'est peut-être un petit peu de recul pour mieux sauter. Les gens disent ce qui te tue pas te rend plus fort. Ils aiment bien le penser. Hein. Peut-être qu'ils le disent pour la forme. Enfin, moi, je le pense vraiment. Et concernant en fait cet après-combat, est-ce que tu as voulu changer quelque chose toi dans ton approche, ou finalement continuer et te dire que pour la prochaine fois, ce qui a été un problème physique là, dans le sens où après le deuxième round c'était un peu compliqué, tu te dis que c'est que passager? Ah bien sûr. Bien sûr, passager du train qu'il ne faut pas louper. C'est-à-dire que là, l'idée maintenant, c'est de tout remporter, de faire peut-être pas un marathon, c'est un peu long, ni un sprint, c'est trop rapide, mais une avancée au titre. La suite au prochain numéro, mais on peut vraiment s'attendre à une version 1,5 fois plus fort parce que c'est ce que je suis en train de faire et puis c'est parce que je le veux vraiment aussi. Et par rapport au weight cutting, parce que comme tu as dit, les lutteurs sont explosifs, Cody Stamann c'était le profil type du lutteur américain. Visuellement, il apparaissait quand même comme beaucoup plus massif que toi. On sait, tu le dis dans tes interviews, qu'au niveau de la weight cut, toi tu préfères en fait maintenir un poids sur la durée pour éviter la weight cut trop brutale. Est-ce que ça, tu as envie de changer par rapport à ça? Parce qu'on a bien vu qu'au niveau puissance, il avait quand même l'ascendant lui. Oui, c'est-à-dire qu'on voit aussi que mon physique n'était pas comme d'habitude. Et puis non, j'ai pas forcément envie de changer ça. Il y a énormément de choses que je suis en train d'améliorer, de sublimer, mais pas de vraiment changer radicalement des choses. Notamment le weight cut. J'ai vraiment envie de continuer comme je fais, descendre progressivement, pour pas être surpris, parce que j'ai déjà fait que T1, que T4 kg, je sais ce que c'est, je l'avais fait précédemment et ça me va pas du tout. Au niveau énergétique, je suis encore plus dans le rouge. Donc voilà, non, ça je le changerai pas.
Et quid de ta relation avec l'UFC, parce qu'on sait que certains combattants sont dans les petits papiers de Dana White, toi il te voulait depuis hyper longtemps, mais tu avais vraiment fait ça intelligemment dans le sens de vouloir faire tes preuves Obama avant de signer. Est-ce que cette défaite a changé quelque chose finalement, ou est-ce que ça se passe toujours bien, ils t'ont directement appelé pour un prochain combat, ou tu as voulu prendre le temps? Non, bah si, il y a eu quelques mois entre les deux combats, octobre et là, avril qui arrive. C'est plutôt moi qui mets le rythme. Je viens quand je suis prêt, je viens quand j'ai quelque chose à donner, quand il y a une amélioration. Et puis, non, bon, les petits papiers, non, je pense pas vraiment qu'il y a de petits papiers, c'est juste fais ton combat, gagne, et puis quand tu buzzes, on a envie que tu combattes encore plus, et forcément quand tu buzzes pas, tu restes un peu sur le côté. Mais moi ça me parle, cet aspect un peu de méritocratie au chaos, quand il voulait immédiatement que je recombatte après Patrick Williams. J'ai attendu, j'avance à mon rythme, comme j'ai fait depuis tout petit, et puis je pense que c'est pas parce que je suis à l'UFC maintenant que faut commencer à changer des choses. J'ai toujours fonctionné à l'instinct. Ça a marché, donc je vais continuer comme ça. Et donc est-ce que l'objectif est toujours de remporter le titre pour tes 25-26 ans? J'ai quel âge là? Ça dépend. Là, j'ai 24, donc il faut que je me grouille. Mais bien sûr, c'est l'objectif. C'est vraiment la trame principale dans cette vie professionnelle et puis dans mes passions, c'est le MMA. Donc j'y reviens toujours. Je peux faire énormément de choses. J'ai la chance de faire beaucoup de choses, mais c'est le MMA mon truc et j'ai vraiment envie de gagner. Oui, je ferai tout pour surtout. Et puis on verra ça déjà au prochain combat. Et donc 1 mois après ton dernier combat, tu étais à New York pour l'UFC 217, tu as vu le changement de ceinture dans ta catégorie, donc les bantamweight. Est-ce que tu peux en dire plus sur justement cette catégorie où il y a des tueurs à tous les niveaux, dans le sens où il y a un trio de têtes qui se dégage, donc Cruz, le champion d'Ilacho, Garbrandt, mais aussi Rivera, Lineker, qui sont extrêmement dangereux. Et puis il y en a même Moraes, tout ça, enfin il y a énormément de... Mais tant mieux, encore une fois, tant mieux. Moi j'ai vu donc physiquement, j'étais à New York, c'est aussi pour voir GSP qui est un ami, mais j'ai vu la fréquence des coups, le niveau qu'ils ont. À la fois ça m'a rassuré parce qu'on voit qu'on n'est pas très loin, ou alors pas si loin que ça, et puis à la fois on voit qu'il y a du travail, parce que être champion après, la ceinture faut la garder. Je parle pas comme si j'avais déjà la ceinture, mais enfin c'est un travail d'une vie, et moi c'est là où je vais arriver. Mais j'ai la chance, ou alors la malchance, mais encore une fois, comme ça te pousse à être encore meilleur, je pense que c'est que du positif, à avoir une catégorie où effectivement ça pète dans tous les sens, quoi. Il y a énormément de niveaux, plein de styles, plein de profils, plein de mecs durs et expérimentés. Donc voilà, c'est à moi de faire le taf. Et par rapport à ces top fighters dans leur catégorie, on sait que ce sont vraiment les stars de leurs équipes. Est-ce que toi, tu as cette envie éventuellement de changer, d'aller ailleurs? Parce que là, on t'a vu dernièrement sur les réseaux sociaux où tu as pas mal voyagé pour justement parfaire tes skills dans telle ou telle discipline. Est-ce que toi, tu as cette envie de t'éloigner un peu de Jackson Wink pourquoi pas changer de coach ou autre? Ouais, c'est-à-dire que j'habite à l'heure actuelle, il n'y a peut-être pas eu la transition médiatique entre les deux, mais je te le dis, j'habite à Las Vegas maintenant. Donc j'ai déplacé mon camp là-bas pour des raisons professionnelles. J'ai énormément d'opportunités sur LA et sur Vegas. Être à la fois aussi du cœur du problème, quoi. On va s'entraîner à l'UFC Institute, etc. Donc je vais être vraiment à côté des bureaux ZUFA, frais et dispo pour tout ce qu'ils vont me proposer. Mais vraiment le truc principal, ça sera l'entraînement. Donc si j'ai déplacé, c'est aussi parce que niveau entraînement, j'ai ce qu'il me faut aussi là-bas. Et donc c'est ça en fait, j'habite Vegas maintenant. Et toujours coaché par Greg Jackson ou... ça va être dur, je suis à Vegas, c'est-à-dire que le camp est à Albuquerque, mais je m'entraîne à Vegas. Non, du coup je vais m'entraîner un petit peu partout, mais toujours un peu comme à Albuquerque, à huis clos, avec mes entraîneurs, mes sparring, pour faire ce que j'ai à faire. Et donc l'UFC Performance Institute, on en avait parlé précédemment avec Francis, est-ce que tu as déjà eu l'occasion d'y aller? Qu'est-ce que toi t'en penses? C'est un camp magnifique, c'est une belle structure avec tout ce qu'il faut, ça me fait penser un peu comme Manchester United, ils ont vraiment ce truc scientifique, médical pour l'équipe de foot qu'ils n'ont jamais fait ailleurs. C'est un peu ça, c'est magnifique, il y a tout ce qu'il faut. Et faut savoir que avant d'habiter à Albuquerque, j'habitais à Las Vegas, donc je connais bien cette ville.
Et puis là, c'est le fait d'avoir ajouté cet espace-là, ça facilite encore plus l'entraînement. Donc je naviguerai un peu dans plusieurs clubs sur Vegas, en ayant pour maison un peu l'UFC Institute. Et je me suis entraîné, c'est important d'avoir ça là-bas. Et ce choix-là de changer donc aussi bien de team que de lieu, en fait, c'est uniquement pour l'aspect sportif ou aussi pour les opportunités, peut-être en acting ou mannequinat? C'est ça. Bon, ce qu'il faut se dire, c'est que, ce que je me dis en tout cas, c'est que c'est à 100% le MMA, rien d'autre. Bon, s'il y a un petit peu d'autres choses quand même. Mais en tout cas, pour ces autres flèches que j'ai, c'est plutôt plus tard, ou alors à la suite d'un combat. Je ne viendrai pas entrer les deux en dualité. Là, la priorité, c'est sur le MMA, rien d'autre. Mais c'est sûr que le fait d'être à côté de Los Angeles, qui est une plateforme médiatique pour l'UFC et puis pour tout, ça va aider. Et puis, comme je t'ai dit, être à Vegas, à côté des bureaux UFA, leur montrer que tu es frais et dispo pour travailler avec eux, devenir un local et te développer en tant que local à Las Vegas. Las Vegas, c'est aussi cet endroit où il y a les plus grosses cartes. Donc commencer à taper à chaque fois sur des combats à Vegas. Et puis là, il faut qu'il y ait les résultats. J'en doute pas. Est-ce que tu t'en doutes pas, j'espère? Et à partir de là, ça va exploser, quoi. C'est le plan. Donc, partant du principe que rien ne se passe comme prévu, on verra bien. Et aujourd'hui, pour terminer sur Greg Jackson et les grosses teams, qu'est-ce que tu penses, toi, en fait, de ce qui se passe actuellement sur notamment les résultats de Greg Jackson, où depuis un an, ils sont largement en négatif? Est-ce que tu expliques ça par le fait que les combattants qui sont comme toi, ou comme TJ Dillashaw avant, privilégient en fait de monter leur propre team complètement, qui soit complètement à disponibilité pour eux, ou finalement qu'il y ait une baisse globale du niveau de cette équipe? C'est très cyclique, c'est-à-dire qu'ils on est en train de les qualifier d'équipes vraiment en baisse de régime, qui n'ont que des résultats négatifs. Bon, faut pas oublier qu'ils viennent avec Holly Holm, une ancienne championne du monde. Elle a failli l'être dans 2 KT, John Jones, Carlos Condit, Donald Cerrone. Donc il faut un peu leur redonner leur lettre de noblesse. C'est une équipe formidable. Perte de vitesse, pourquoi pas, mais ça arrive à tout le monde. Bon, je me l'explique plus comme ça qu'autre chose. C'est un cycle. C'est peut-être la fin d'un, ils vont retrouver un second souffle avec une autre génération plus jeune qui monte aussi. C'est la fin d'une génération, même s'ils sont toujours là. Bon, on n'allait pas le dire à Donald Cerrone, mais c'est un peu ça. Mais c'est ça, mais ils vont revenir, il n'y a pas de doute là-dessus. Ok, super. Donc deuxième partie là qui va se concentrer en fait sur Fire Kid, le documentaire réalisé par Studio Plus autour de Tom Duquesnoy. Donc tout d'abord, pourquoi Fire Kid? Même si tu l'expliques souvent, d'où vient ce fameux surnom? Kid, je pense qu'on a du mal à se le cacher, on va porter un masque, parce que je suis faciès d'enfant, c'est même les Anglais qui avaient trouvé ça à l'époque. Fire, plus pour le feu, c'est l'explosivité, l'entrain que je peux mettre dans le style que j'ai. Donc c'était en Angleterre qu'on m'avait trouvé ça. C'est aussi un clin d'œil à Fireman, qui était mon premier entraîneur de MMA quand je suis arrivé à Paris, David Baron, qu'on salue, et puis qui était un grand combattant et un grand homme aussi. Et donc voilà, c'est ça, Fire Kid. Donc ils me l'ont pas demandé pour mettre ce titre. Je sais pas pourquoi ils ont mis ce titre. Moi, tu me demandes c'est quoi Fire Kid? Je sais te l'expliquer, mais pourquoi le titre du doc? Va savoir. Et au niveau de la réalisation, comment c'est passé? Parce que le documentaire te suit avant tout ce qui précède ton premier combat à l'UFC, donc notamment ton dernier combat Obama. Combien de temps ils t'ont suivi? Comment c'est passé pour l'acceptation finalement de la caméra aussi dans ton intimité? Parce qu'il y a le weight cutting, et puis ça suit vraiment Tom Duquesnoy avec son père et The Man of Shadows. C'était une belle aventure, c'est-à-dire commencer à me familiariser avec ce monde. C'était aussi cette occasion-là. On avait une bonne équipe avec qui on s'entendait bien. J'ai même pu réincorporer le réalisateur et le monteur avec qui je travaille déjà depuis des années sur un documentaire. Donc on a fait fusionner les énergies, et c'est pour ça que ça fait un documentaire que je pense vraiment pas mal. Et puis c'est ça. Après ils se sont liés. Ils étaient vraiment dans l'ombre, un travail de l'ombre. Je les ai pas trop sentis, mais à la fois ils étaient là quand il fallait. Ils savaient poser les bonnes questions au bon moment, sans être trop là. Ils étaient pas trop présents, omniprésents, sans trop être présents, tu vois. Mais de loin. Pour expliquer,
Et voilà. Et c'est sur la période de l'avant-dernier combat Obama jusqu'à l'ascension à l'UFC. Donc ça couvre à peu près 9 mois de ma vie. Donc il y a du Dublin, il y a du Albuquerque, il y a du Paris, il y a aussi tous les stages que je fais un peu partout en France. Donc c'était vraiment intimiste, vraiment ils ont vraiment su, j'en dis pas trop, mais donner toutes les dimensions un peu hors MMA, hein, parce que le sujet c'est combattant de MMA, mais c'est surtout tout ce qui se passe autour, les petits tips, les moments qu'on ne voit jamais en off. Et Dieu sait qu'ils sont riches, tu vois. Donc c'est toute cette dimension humaine, philosophique, artistique, qu'ils ont eu ils ont eu un énorme talent à le montrer à l'écran, et c'est un peu ça, moi, qui m'intéressait dans le projet, même si je savais pas que ça allait être aussi bien fait. C'est vrai que c'est une sorte d'embedded, en fait, plus centré sur toi. Évidemment, je suis obligé de te poser cette question-là, la fameuse question du timing, en fait, puisque ça va sortir en avril. On nous a souvent posé la question, nous, sur les réseaux sociaux, en fait, par rapport à cette annonce-là, c'est pourquoi maintenant, finalement ? Bon, c'est-à-dire que depuis 5 ans, j'avais un ami qui me suit, donc on a une base vidéo incroyable. Là, Bonne Pioche est arrivé et, avec Canal, et ils nous ont demandé, tiens, on peut faire quelque chose sur cette année, un thème bien précis. Et comme ça s'accordait bien au niveau des individualités, et puis que c'est un média conséquent, mainstream, intéressant, qui font des choses de qualité, on a tout posé autour d'une table, et puis ça c'est bien entendu, donc on a signé, c'était magnifique. Et donc on te voit, sans en dire trop dans le documentaire, que tu es quand même assez seul avec ton père. Mais vraiment, triste, tu sais. Il y a vraiment on garde rapproché, mais notamment dans le weight cutting où finalement c'est un combat avant combat. Et aujourd'hui, puisqu'en plus tu as quitté Greg Jackson pour voler de tes propres ailes, est-ce que ça c'est pas trop pesant de temps en temps, cette solitude finalement du combattant de MMA ? Elle est ton meilleur ami ou ton pire ennemi. Moi, je pense que dans mon cas c'était en plus mon meilleur ami. Tu es toujours seul, tu es seul dans ta performance, dans tes doutes au quotidien. Je pense que ça te tend à être plus fort, ça tend vers le positif. La solitude d'un combattant, c'est ça, c'est important. On compare souvent à l'art, tu vois, la solitude. Ils disent que c'est Léo Ferré qui disait ça, il disait que l'art est une excroissance de la solitude, ou alors plutôt que la solitude crée une excroissance d'art. Et je pense que c'est un peu le cas, c'est-à-dire que si tu veux envoyer vraiment dans ta dimension artistique, moi je ne me compare pas à un artiste, ou j'ai pas envie de me faire mousser en disant que je suis un artiste, mais le parallèle est complètement logique pour moi. Si tu veux envoyer vraiment dans ton art, comme moi j'envoie dans mon combat, au quotidien, tu es obligé avec ton pinceau de créer des entraînements, dessiner des trucs, mélanger 2 bouts de ficelle pour que ça fasse quelque chose. Et en ça, tu es un artiste. Et en ça, tu es seul. C'est vraiment la solitude et l'art. C'est un peu ça, ce qui se passe au quotidien. Mais une bonne solitude, on a l'impression que c'est dire la solitude, c'est triste. Non, en réalité, c'est un peu comme les sports d'équipe. On est vraiment très individuel. Nous, on fait des sports durs, individuels, mais qui se passent en équipe, en réalité. Donc, solitude, à redéfinir, Et enfin, toi, quel regard portes-tu sur cette époque-là où tu savais que l'UFC était finalement à portée de victoire ? Est-ce que tu as des choses que tu aurais aimé faire différemment, même si tu as été chercher les 2 ceintures, mais Non, tu sais, non. Déjà parce qu'on ne peut pas revenir en arrière. Tout à fait. Et puis surtout parce que pour aller de l'avant, il faut comprendre qu'il y a des choses qui ont été mal faites, pourquoi pas, avec d'autres bonnes. Donc on ne peut pas dire à un moment donné, c'est comme à ta chérie, tu ne vas pas lui dire, ouais, j'aime bien ça chez toi, mais ça j'aime pas. Bon, c'est plutôt elles qui le font si bien, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire que tiens, j'ai aimé ça, mais c'était pas bien. Non, c'est parce qu'il y a eu ça, c'est parce qu'il y a eu ses forces, qu'il y a ses faiblesses, c'est parce qu'il y a ses faiblesses, qu'il y a ses forces. Mais plutôt y réfléchir et dire ça n'arrivera plus. Ça c'était bien, je vais le faire encore mieux. Et là t'évolues. Et enfin, est-ce qu'une suite, on va dire qui sort en 2019, Fireteam 2, juste avant ton combat pour le titre, ce serait pas mal ça ? Bien sûr, ça a déjà pas mal gagné les prochains combats surtout. Mais je suis à fond dedans, non sérieux, je suis à fond dedans. Et puis pourquoi pas une suite, parce que ça s'est super bien passé. Demain c'est l'avant-première, tu vas y être, tu vas voir. Et c'est vraiment un beau documentaire et j'invite tout le monde à se rendre sur la plateforme Studio Plus de Canal, mais pour en voir un peu plus, parce que c'est vraiment une belle série, sur les réals ou alors le monteur ou alors tous les personnages dedans. C'est un documentaire, c'est pas un film, donc on a envoyé nos tripes dessus, tu vois. Moi le projet il m'a plu dès le départ et
Ça s'est magnifiquement bien passé. Et c'est un truc où c'est un peu plus qu'un doc, c'est un truc, tu vas chercher les tripes, il y a énormément de dimensions dans ce... Il y a la quête, mais surtout plus que concentré sur la destination, tout le voyage qui vient avant. Voilà, c'était une interview de Tom Duquesnoy pour Firekill qui sortira bientôt sur Studio Plus. Bon courage pour la suite, Tom. Merci à toi. À la prochaine. People are always saying about the talk, and I talk, and I talk, and I talk, but guess fucking what? I back it up!